Liberda Sud Radio, on vit pas dans la même France. Les 20h03, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission qu'on ne retrouve nulle part, où chaque soir se rencontrent des personnes tellement différentes, une France tellement opposée. On reçoit, alors là c'est un peu spécial ce soir parce qu'on reçoit 2 femmes, 2 guerrières, mais d'habitude on reçoit un influenceur, une personnalité publique en face d'un politique ou d'un institutionnel. Pourquoi ? Parce qu'on casse les codes, parce qu'on veut absolument que la politique devienne accessible à tous. Elle est trop compliquée. Voilà, c'est trop dur de comprendre un politique, on ne les comprend pas. Ils sont barbants des fois, on les aime mais ils sont barbants. Donc on fait en sorte de se servir de la voix de nos influenceurs français pour essayer de mieux comprendre la politique qui régit notre pays, parce que sans politique, il n'y a pas de pays, hein, les amis. Donc ce soir, on parle d'un sujet hyper important, le couple, les amis, le couple. Est-ce que les hommes, pour vous, sont-ils plus toxiques que les femmes ? C'est un vrai sujet. Alors, on voit beaucoup c'est vrai, hein, la violence faite aux femmes, la parole se libère, des fois oui, mais des fois pas assez. On voit que les violences faites aux femmes sont quand même plus nombreuses que les violences faites aux hommes. Alors, on ne nie absolument pas les violences faites aux hommes, bien évidemment qu'il faut combattre aussi. Mais c'est vrai que on s'aperçoit que dans plein de toutes les violences, que ce soit les violences physiques, les violences psychologiques, il est vrai qu'on a quand même un rapport sur les hommes qui est compliqué, hein, les gars, on va en parler ce soir. Les pervers narcissiques, on reçoit Sophie Coste. Alors Sophie Coste qui est une déesse absolue. Non, je t'ai plus. Oh, Sophie. Merci, je prends le compliment. J'ai appris à recevoir les compliments, donc merci beaucoup Magali. Tu es exceptionnelle, moi je le dis. On s'est toujours fait beaucoup de compliments d'ailleurs, toi et moi. Ça fait 10 ans que je te connais. Ouais, et je trouve qu'entre femmes, si on était un tout petit peu plus solidaires et qu'on se tirait un tout petit peu moins dans les pattes et qu'on se disait un peu plus de compliments, alors peut-être pas à l'américaine parce que parfois c'est un petit peu hypocrite, mais voilà, quand on le pense, il faut le dire aussi. T'as raison. Je trouve que c'est bien. T'as raison. Tu vois ? C'est vrai. Mais c'est vrai que les filles ont du mal à se faire des compliments entre elles, hein. Pourquoi ? Je sais pas, il y a une espèce de... Alors, pas toutes, hein, mais il y a des filles à filles qui adorent les filles qui se sentent pas en rivalité avec elles, et il y a aucun problème. Moi, je suis assez comme ça. C'est vrai que j'aime les femmes, je les trouve intéressantes, je les trouve belles, je les trouve intelligentes, et j'aime passer du temps avec elles. Je trouve qu'on se marre bien, je trouve que c'est sympa. Après, c'est vrai que j'ai rencontré aussi quelques femmes qui se positionnent directement en rival. Ouais, c'est vrai. Ça existe souvent. Je pense que trop. Voilà, Mélissa, tu dis la même chose que moi, et on est vraiment enfin, je pourrais être ta mère, hein. C'est très clair, t'as l'âge d'un de mes fils, donc voilà. Et c'est vrai que de chaque génération, si on pouvait apprendre ça, je trouve que on n'arrête pas de se plaindre des mecs, de dire les mecs sont pas sympas avec les nanas, les mecs sont toxiques, etc. Bon, pourquoi pas ? Mais si déjà nous on arrêtait cette toxicité entre nous, ce serait déjà un bon début. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Je pose ça là. Alors Sophie, on te connaît. Moi, je t'ai rencontrée à TPMP. Hein, tu étais chroniqueuse à TPMP pendant des années, entre autres. Et alors voilà, justement, raconte-nous un petit peu ton histoire, d'où tu viens, comment tu as commencé. On a envie de te connaître, ma Sophie. Alors moi, j'ai commencé à la télévision quand j'étais très jeune. J'avais l'âge de Mélissa. J'avais, un petit peu plus jeune, même. J'avais 19 ans. J'ai commencé sur M6. C'était pas du tout ce à quoi je me destinais au départ. Je voulais être styliste, moi. Donc voilà, j'ai fait des études de stylisme, et puis ensuite, on m'a proposé, c'est vraiment venu par hasard, de présenter une émission sur M6 qui s'appelait Des clips et des bulles. J'ai commencé comme ça, il y a maintenant donc 30 ans. Et puis ensuite, j'ai fait pas mal d'émissions. J'ai fait TF1, j'ai fait France 2, j'ai fait Paris Première. Je suis allée un petit peu sur toutes les chaînes. Radio aussi, j'ai fait tous les groupes. J'ai fait, que ce soit le groupe Énergie, j'ai fait le groupe Lagardère, j'ai fait le groupe RTL. Enfin voilà, j'ai fait tous les groupes aussi en radio. Et je suis très contente d'être là aussi ce soir parce que j'adore Sud Radio. Je trouve que vraiment, il y a une programmation. C'est pas pour vous passer de la pommade, mais je trouve qu'il y a une programmation qui est extrêmement variée. L'autre jour, j'étais avec Jacques Pessis et j'adore aussi. Je trouve que voilà, il y a une espèce de grand écart Jacques Pessis, c'est mon héros. Entre Magali Berda et Jacques Pessis. Je trouve qu'ils ont une grille de programme qui est vraiment super. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai travaillé aussi dans l'édition pendant des années. J'étais en comité de lecture d'une grande maison d'édition, donc je rencontrais des auteurs. J'étais au pôle premier roman jeunes auteurs. Et j'ai commencé à avoir j'ai toujours eu cet amour des mots, de la littérature, de l'écriture. J'ai toujours lu énormément dans ma vie. Enfin, j'ai toujours un bouquin à la main. Et je me suis toujours dit que j'allais écrire. Et en effet, j'ai sorti donc ce premier roman qui s'appelle Chérie, le 25 mars dernier, aux éditions Mazarine. Et c'est devenu, en fait, un peu malgré moi d'ailleurs, du reste, un polar, un thriller, une histoire à tiroir qui part, en effet, d'une histoire qui ressemble à une histoire d'amour, mais qui, en fait, est un piège.
piège. Et c'est un roman choral avec 5 femmes qui sont complètement différentes, qui ont des vies différentes, qui ont un état d'esprit différent et qui vont tomber, alors malgré elles, dans le piège de manipulateurs. Donc au début, ça s'ouvre sur une scène où on comprend que c'est une femme qui parle. On voit un homme qui est par terre, qui est nu sur le marbre d'une salle de bain dans un palace en Suisse, à Gstaad. Tout ça se passe dans ce luxe-là. Et puis ensuite, on passe, chaque chapitre prend le titre d'un prénom. Et on va passer de Claire à Maude, de Maude à Sophie. Il y a une Sophie dans l'histoire. Il pourrait s'agir de moi. Ensuite, on passe à Esther et puis à Nour. Voilà. Et puis, elles parlent chacune leur tour, un peu caméra à l'épaule, à la première personne. Et on va suivre leur histoire. Et petit à petit, comme c'est un polar et un thriller, le puzzle se reconstitue. Et en effet, on est dans une histoire, un récit où il y a énormément de rebondissements. Pourquoi ? Parce que j'ai eu affaire à un homme qui présentait le trouble de la personnalité narcissique. C'était la première fois que j'étais confrontée à ce genre de personnalité. Et je me suis dit, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et en effet, dans ma relation personnelle, je ne savais jamais à quoi m'attendre avec lui. Et donc, dans ce roman, c'est pareil. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On est assez surpris. T'as voulu mettre des mots sur ce caractère, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un caractère. Comment on définit C'est un trouble de la personnalité. Donc ce qui est dans le DSM, c'est-à-dire la Bible des psychiatres, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Et puis aujourd'hui, on entend plutôt le terme dans les médias de pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est une notion qui est un peu plus récente, qui date de 86 à peu près, qui avait été induite par un psychiatre qui s'appelle Paul-Claude Racamier et qui associe en fait le narcissisme avec en effet le vice, c'est-à-dire la perversion. Ça résume quand même bien ce genre de personnalité-là, la toxicité de ces personnalités-là. Après, on en parlera, j'imagine, mais il y a plusieurs degrés de toxicité dans le couple. Tous les hommes, je tiens à le dire, évidemment, ne sont pas des pervers narcissiques. Il y a un faible pourcentage de la population et il y a aussi des femmes, évidemment, le vice au féminin existe. Voilà. Donc il y a aussi des pervers narcissiques femmes. Bien sûr. Évidemment. Mais évidemment, il n'y a évidemment. pas de genre pour ça. Non, il n'y a pas de genre pour le vice. Je suis accompagnée comme chaque soir de Valentin. Hein. T'es le seul homme autour de la table ? Ouais, je suis accompagné de très belles femmes, donc j'espère être compté dedans. Ça te rend heureux. Bah oui, j'adore ça. Alors Valentin, c'est un peu le monsieur des réseaux sociaux. C'est lui qui nous lit, c'est lui qui lit les auditeurs, qui prend les réactions des auditeurs, parce que tout au long de l'émission, on va avoir des questions des auditeurs qui vont être retranscrites par Valentin, qui est blogueur à la base sur les réseaux sociaux, qui a eu ses années blog un petit peu potin, un petit peu fouine. Je dévoile des scoops. Il dévoile des scoops. Alors des fois horribles, des fois. Voilà, mais ça fait partie de la vie des réseaux sociaux aujourd'hui. Les blogueurs font partie intégrante de la vie des réseaux sociaux. Hein. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme ça, mais ils sont là. Donc et on reçoit en face de toi, ma Sophie, Mélissa. Alors Mélissa, toi, tu es influenceuse. Tu es créatrice de contenu. Tu fais beaucoup de vidéos TikTok. Tu as plus de 370 000 abonnés, je crois, sur TikTok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur TikTok ? Alors moi j'ai toujours été dans la création de contenu. Par exemple à l'époque il y avait Vine, Musical.ly, donc j'ai toujours fait des vidéos. C'est vrai, Musical.ly. Ouais, j'ai toujours été sur le téléphone comme tous les jeunes, j'ai envie de dire. Et après il y a eu le confinement. Donc forcément, je me faisais chier et j'ai commencé à poster sur les réseaux et depuis, je me suis jamais arrêtée en fait. En une année, souvent, au confinement que les gens ont percé. Hein. Ouais, et depuis, j'ai fait une reconversion. J'étais en études en luxe. J'ai quitté tout ça pour faire des études de communication. Donc entre temps aussi, en plus d'être créatrice de contenu, je suis aussi community manager et je crée mon agence de com. Ah, c'est bien. Ouais, où j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises pour communiquer sur les réseaux et depuis, en fait, c'est une passion quoi. Et alors, tu fais des vidéos TikTok qui cumulent à peu près combien de vues en général par vidéo ? Alors ça varie sur TikTok, on peut faire 1 million comme 100 000, mais c'est dans ces eaux-là quoi. Non, ça, mais c'est spécial, elle est modeste TikTok, parce qu'elle est énorme sur TikTok en vrai. Ouais, 360 000. Ouais, je me rends pas compte. Elle a plus de 6 millions de likes. Enfin, c'est un phénomène sur TikTok véritablement. C'est vrai que je me rends pas compte. Je pense que tu peux te rendre compte parce que moi j'ai découvert un peu le monde de TikTok et Mélissa, franchement, elle est vraiment huge. Elle est énorme. Elle est huge, beaucoup, Mélissa. Ouais. Mélissa, est-ce que tu penses, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu reçois, toi, en tant qu'influenceuse, donc créatrice de contenu, quand tu reçois de la haine, parce qu'on en reçoit tous, je veux dire, c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas une personnalité publique ou une créatrice de contenu qui ne reçoit pas de haine sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as l'impression que ça vient plutôt des hommes ou plutôt des femmes ? Ah, mais moi, en majorité, c'est que des hommes. D'accord.
C'est un constat, d'autant plus que à la base mes vidéos sont basées sur mes origines, vu que je suis d'origine algérienne, et donc j'aborde certains sujets sur ma culture et je suis assez, on va dire, libre en tant que femme, et ça c'est une chose qui ne plaît pas forcément, surtout aux hommes, et c'est surtout les hommes qui me... Donc tu prends plus de... Ah ouais, on peut compter sur des milliers de commentaires où c'est que des hommes qui m'insultent, quoi, même des menaces de mort. Et comment on explique, Sophie, enfin toi qui t'as fait beaucoup aussi de réunions, hein, tu me disais que c'est vraiment ton sujet. Hein, en fait, c'était pas. C'est devenu ton sujet. C'est devenu mon sujet parce que le fond est complètement indissociable de la forme. En fait, en écrivant ce roman, en écrivant Chérie, je me suis pas rendu compte de l'impact que ça allait avoir, en fait, de tous les témoignages que j'ai pu recevoir après, que ce soit d'ailleurs des hommes comme des femmes qui ont vécu cette expérience-là, parce qu'en fait, cette expérience de la vie à deux, enfin en tout cas de la vie de couple, de la relation de couple avec des personnes qui sont atteintes de ce trouble de la personnalité narcissique, c'est toujours le même schéma. Donc en fait, on se reconnaît assez facilement et le fait de se comprendre, ça crée un lien qui se crée assez vite, en fait, finalement. Donc les gens viennent se confier, m'envoient véritablement leurs témoignages, leurs histoires de vie. Parfois j'ai des récits qui sont longs comme un bras, et c'est vrai que je sais pas si je suis devenue un peu, j'ai l'impression, peut-être un peu pas le porte-parole, parce que j'aime pas tellement ce mot-là, mais en tout cas, ça me touche de pouvoir faire circuler la parole à travers ce roman, et puis aussi à travers ce sujet, pour parler, voilà, comme on disait avec Mélissa, de toxicité qui peut aller du ghosting au harcèlement sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un large spectre, en fait, la toxicité. Est-ce que tu peux nous dire, juste après cette petite pause, la définition, comment on reconnaît un pervers narcissique? Je pourrais vous dire. Alors, voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est intéressant. Ouais, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est finalement un pervers narcissique, et comment on les reconnaît? Comment on peut vite le reconnaître pour vite s'en éloigner? C'est difficile de vite le reconnaître. C'est dur, c'est même impossible. Voilà. Alors, on va vous demander la réponse juste après cette petite pause sur Sud Radio. Restez avec nous. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, qu'on retrouve du lundi au jeudi, en direct de 20h à 21h. Ce soir, on reçoit Sophie Coste. Alors, Sophie, est-ce que tu veux que je te présente en animatrice, chroniqueuse, auteur? En fait, t'as plein de casquettes, en fait, toi. Oui, je suis journaliste. Et auteur maintenant, écrivain, depuis peu, mais on peut considérer que je suis écrivain. J'étais publiée, j'ai écrit un roman et je suis en train d'écrire le deuxième. T'as passé le cap. Ouais, je suis très contente. Est-ce que c'est vrai que quand on écrit un livre, on peut plus s'arrêter? Je pense que ça dépend en fait de la motivation qu'on a au départ, mais moi c'est vrai que j'aime la littérature, j'aime l'écriture. Après, si on écrit juste sur un sujet en particulier parce qu'on a besoin, je sais pas, de vider son sac ou d'un état cathartique, peut-être pas, peut-être qu'il n'y en aura pas de suivant, mais moi oui, c'est sûr. Alors, je reçois aussi Mélissa. Mélissa, tu es tiktokeuse, tu es influenceuse, créatrice de contenu. On n'oublie pas bien sûr ton compte Instagram, qui n'est pas des moindres. Et je suis accompagnée comme chaque soir de Valentin, qui est là pour lire vos réactions sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en direct à Sophie et à Mélissa. J'ai posé une question, alors moi juste avant cette petite pause. Comment Sophie, et toi en écrivant ce bouquin, je pense que tu as fait beaucoup de recherches, donc tu as plein de réponses à nous donner. Comment on reconnaît un pervers narcissique? Alors on le reconnaît pas. On le reconnaît pas parce qu'il est masqué. Il avance évidemment avec le masque social de l'empathie, de l'écoute. Il est extrêmement attentif. Il est doux avec vous. Il est bienveillant. C'est comme ça qu'il se présente. Donc chaque homme parfait, faut le fuir en fait, c'est ça? Alors non, non, parce que justement j'ai eu ce débat. C'est amusant que tu en parles parce que j'ai eu ce débat là justement sur les réseaux sociaux là, pas plus tard qu'hier, où en effet je parlais de la toxicité de ce genre de personnalité là, et puis il y a plein de gens qui m'ont dit mais parfois il y a des histoires d'amour qui vont très vite et c'est très bien et ça tient la route, et évidemment que oui, je ne remets pas ça en question. Je parle simplement du fonctionnement en fait de ces personnalités là qui ont ce fonctionnement très spécial qui au départ commence par ce qu'on appelle le love bombing. Voilà, donc ils mettent ça en place, très bien. Donc en effet c'est difficile en fait de discerner si c'est véritablement un homme qui est en train de tomber fou amoureux de vous d'une manière très sincère et authentique, ou si en effet c'est quelqu'un qui a du vice, qui a en fait pour but de vous détruire par la suite. Au départ, on ne le sait pas, puisque de toute façon, c'est dissimulé sous cette espèce de masque et puis de cadeaux, d'attention et d'une écoute très fine, très particulière, parce que c'est des gens qui
ont une espèce alors ils ont une empathie cognitive, c'est-à-dire que ils vont pouvoir avoir accès à toutes vos datas. Ils vont vous scanner en très peu de temps. Vous allez vous sentir à l'aise. C'est des personnes plutôt très intelligentes alors. Oui, c'est des personnes qui ont du génie dans le mal, du génie dans la noirceur. On parle par exemple du cardinal de Richelieu, on parle de Machiavel, on parle de gens comme ça, on parle d'une espèce de monstruosité parce qu'on parle de détruire l'autre véritablement. C'est pas juste des petits méchants. Sont des grands méchants. Donc pour avoir l'espèce de machiavélisme, il faut quand même avoir un intellect un tout petit peu cortiqué. Donc en effet, ils vont collecter des datas qui vont être vos forces et vos failles. Et puis ensuite, ils vont s'en servir. Ils vont savoir exactement comment manœuvrer, comment manipuler, comment tirer les ficelles. Et en fait, je dirais que par exemple, pour les jeunes filles qui nous écoutent, en effet, ça peut commencer comme une histoire d'amour fantastique et géniale et qui va vite. Et pourquoi pas ? La seule chose à laquelle il faudrait se méfier, c'est qu'en fait, leur première arme à eux, c'est le retrait, c'est le silence. Donc, assez vite, ils vont vous conditionner, par exemple, en vous envoyant des messages tous les jours à la même heure, à horaire régulier, comme ça. Tous les jours, vous allez recevoir votre petit texto avec « je t'aime, je pense à toi, tu es la femme de ma vie, tu me manques, etc. etc. » Et puis un jour, vous n'allez pas le recevoir à la même heure. En fait, vous n'allez pas le recevoir du tout. Vous allez le recevoir peut-être, je sais pas, 1 heure, 2 heures plus tard. Et puis donc, vous allez vous inquiéter. Vous allez avoir en fait un pic de stress, de cortisol, qui va en fait vous rendre quasiment addict à cette relation. Et sans le savoir, c'est l'emprise qui s'installe. On est déjà dans une espèce de codépendance l'un à l'autre. Je dirais que dans une relation saine, en fait, quand on envoie un message à son amoureux ou à son amoureuse, l'autre répond. Voilà, s'il est occupé, il va vous le dire. Il va vous dire, voilà, je suis désolée, j'étais en rendez-vous, etc. Ou je te rappelle dans 1 heure ou peu importe. Mais il va y avoir une réponse. Il n'y a pas de ghosting, il n'y a pas de silence, ce qu'on appelle le silence treatment. Tout ça, c'est une arme. Et ça va arriver assez vite, finalement, dans le mécanisme j'aime pas tellement ce terme, mais du pervers narcissique, puisque ça parlera à tout le monde. Donc ça veut dire qu'en gros, il arrive, au départ, il est tout gentil. Au contraire, c'est l'homme le plus gentil du monde. C'est l'homme idéal. Et puis petit à petit... Ou la femme idéale, en fait, oui, c'est vraiment une personnalité qui va même se loger en fait dans vos failles, c'est-à-dire et puis dans ce que vous aimez. Donc vous allez vous trouver des points communs. En tout cas, lui, il va se trouver des points communs, des similitudes avec ce que vous avez vécu, et même des traumas semblables. C'est-à-dire que vous allez lui dire, moi j'ai grandi avec un père autoritaire. Oh c'est fou, moi aussi. Enfin on se comprend quoi. C'est fou comme on se comprend. Et puis il va réussir à avoir cette psychologie de cet homme qui a grandi avec un père autoritaire. Donc tout est assez crédible au début, parce qu'au début, vous faites pas tellement attention aux incohérences non plus. Vous êtes un peu sous le charme et donc vous allez vous laisser faire et c'est bien normal. Et tant mieux, il faut pas se méfier de tout le monde, au contraire. Enfin, voilà, il faut croire en l'amour, c'est beau et c'est chouette. Mélissa, t'as déjà rencontré un pervers narcissique ? Alors, moi, je pense que l'un de mes ex était un pervers narcissique. Et c'est comme le dit Sophie, au début, c'est, on va dire, le mec parfait. Il s'initie dans ma vie, il fait partie de ma vie. Il me met sur un piédestal et après, ça commence par des petites remarques sur le physique, sur mes études, sur mes amis, même sur ma mère, en fait. Et jusqu'à finir à 3h du matin au téléphone à me rabaisser sur tout. Et au final, j'ai perdu toute confiance en moi. Entre-temps, j'ai gagné confiance en moi. Mais oui, il voulait me détruire, quoi. Et comment tu as réussi à te sortir de cette emprise ? Déjà, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je me suis mise avec lui. Parce que dès le début, il était... il était assez problématique. Avec moi, il était normal, mais j'ai su que derrière, il était assez problématique. Pourquoi est-ce que j'étais attirée par ça ? Donc, je suis allée creuser dans mes racines, à savoir que mon père m'a abandonnée, on va dire, à ma naissance. Donc, j'ai grandi sans père. Et je sais qu'il a violenté ma mère avant que je naisse, quoi. Donc, forcément, j'ai été attirée par ce schéma, inconsciemment. Et ça, je l'ai su par la suite, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que ce que dit Mélissa, en fait, c'est le point commun de toutes les proies de ce genre de prédateurs, en fait, ont ça en elles, c'est-à-dire qu'elles ont une faille, souvent dans l'enfance, qui fait qu'elles deviennent extrêmement sensibles, extrêmement compréhensives, extrêmement empathiques parce qu'elles ont eu une souffrance, un trauma d'enfance qui fait que voilà, elles s'attachent parfois à quelque chose qui leur paraît familier, comme tu dis. Et en fait, même l'inconfort peut être familier. Quelque part, elles se reconnaissent dans cette espèce de truc comme un foyer un peu effectivement dysfonctionnel, mais qui va réveiller chez elles. C'est ce que j'explique dans Chérie. En fait, elles sont toutes les 5, elles ont ça en commun. Et puis après, il y a le contexte.
Le contexte, ça, il va en profiter aussi. C'est-à-dire qu'à certains moments, même si on a ce genre de trauma, on peut être très forte, très indépendante. Enfin, ça n'empêche pas de vivre et d'avancer. Et puis, à certains moments, il y a le contexte qui vient rajouter quelque chose à cette petite sauce qui est déjà là. Et lui, ça, il le perçoit en 2 secondes. C'est-à-dire qu'il renifle sa proie. En 5 minutes, il sait, dans une salle, il va scanner la femme, voilà, ou l'homme, voilà, là je parle au masculin, mais pareil pour les femmes, qui peut éventuellement être ciblé. Et ça, c'est incroyablement triste, en fait, parce que chacune, on peut se faire avoir. Moi, c'est vrai que j'ai exactement la même fragilité que toi. Moi, j'ai été abandonnée à la naissance, donc moi, je suis une enfant de la DAS. Donc ça, il l'a, évidemment, je lui ai raconté très vite tout ça. Donc il savait très bien que j'avais... moi, on m'abandonne pendant 1 heure. Je parlais des textos tout à l'heure. Je panique et puis je me remets en question. Je me dis mais pourquoi je suis pas aimable? Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis toujours, que je suis pas assez pour qu'on m'ait gardée à la naissance. C'est normal. Donc avec lui, il savait très bien appuyer sur tous les boutons. Voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu racontes. Et comment on arrive à se défaire? Alors là, tu vas très vite parce que on passe par plein d'étapes avant de se défaire. D'abord, c'est comme une drogue. Donc on est, comme je disais tout à l'heure, dans une espèce de codépendance qui va créer lui. Moi, j'en ai un peu marre qu'on dise aux femmes, elles sont dépendantes affectives. Elles sont pas dépendantes affectives. En fait, elles sont simplement, quand tu tombes sur une personne comme ça, ce qui te vient en premier lieu quand on est dans une relation d'amour, c'est de prendre soin de l'autre, en fait. Et ça, c'est super sain. Donc quand on voit que l'autre, effectivement, a peut-être quelques travers, quelques fragilités, quelques failles, on va en prendre soin encore plus. Et puis comme il va nous expliquer qu'en fait c'est de notre faute, si ça va pas, lui s'il va pas, il va jouer aux victimes, etc. Parce que il y a une inversion de la culpabilité en permanence, aussi l'inversion de la responsabilité en permanence. On va se sentir finalement, devoir faire plus, à être encore plus attentif, à être. Alors on finit par être la dépendante affective de service, mais c'est absolument faux. En fait, on est juste en train de prendre soin du lien. Donc voilà, donc on passe par beaucoup d'étapes avant de s'en défaire. Valentin, est-ce que tu as une question? J'ai une question de Marina qui nous demande pour Sophie. Alors elle nous dit, mon copain veut toujours savoir où je suis et avec qui. Il dit que c'est parce qu'il m'aime, c'est normal ou c'est toxique? Alors, est-ce que tu peux nous répondre juste après cette petite pause? Est-ce que si votre chéri vous demande constamment où vous êtes et avec qui vous êtes, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est toxique? C'est une très bonne question et on aura la réponse de Sophie Coste juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h28. Nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Cette émission qui casse les codes qu'on retrouve du lundi au jeudi de 20h à 21h où 2 mondes se rencontrent, 2 mondes de France que tout oppose. Les influenceurs, les personnalités publiques en face des institutionnels, voire des politiques. Alors ce soir, on parle d'un sujet qui nous concerne un peu à tous, j'ai envie de dire, parce qu'on a peut-être tous rencontré un pervers narcissique quelque part. Et c'est vrai, et je pense que moi je connais plein de gens à chaque fois qu'on parle de pervers narcissiques qui me disent ah oui moi j'ai vécu ça, Alors est-ce que on y répondra parce qu'on a plein de questions, mais on reçoit d'abord Sophie Coste qui vient d'écrire un livre sur le pervers narcissique entre guillemets, qui s'appelle Chérie aux éditions Mazarine. C'est vraiment un roman. Ouais. C'est pas un témoignage de mon histoire, de ce que j'ai vécu. Mais tu as dit quand même que ça t'avait. Bien sûr, ça m'a nourri. Bien sûr, c'est parce que j'ai traversé cette expérience-là que j'ai voulu écrire sur ce sujet-là. Mais effectivement, c'est devenu un polar, une histoire, un récit. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, aujourd'hui, tous les gens qui l'ont lu, il est sorti il y a pas très longtemps, mais me disent on le binge vraiment comme une série. En fait, on peut pas s'arrêter. Et donc j'ai voulu quelque chose d'assez exaltant, de saisissant. Et j'espère que a priori, ça a l'air un peu près réussi. Je peux pas le dire moi-même, mais ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Je suis contente. Non, mais franchement, je suis contente. Ça marche bien. Il s'appelle Chérie aux éditions Mazarine, les amis. Et on reçoit en face de toi, Sophie, Mélissa, qui est influenceuse, créatrice de contenu, TikTokeuse, qui a plus de 370 000 abonnés sur TikTok, qui aussi a vécu avec un pervers narcissique. Donc tu comprends, tu te retrouves un petit peu dans tout ce que nous explique Sophie depuis tout à l'heure. Valentin, tu as posé une question à Sophie juste avant cette petite pause. Il y avait Marina qui demandait à Sophie, mon copain veut toujours savoir où je suis et avec qui. Il dit que c'est parce qu'il m'aime, c'est normal ou c'est toxique. Est-ce que tu sais quel âge elle a ou pas? Non, t'as pas son âge. Mais elle est jeune a priori, puisqu'elle dit mon copain. Ouais. Donc si elle dit mon copain, c'est qu'elle doit être jeune. Une vingtaine, je pense. En fait, il y a un truc qui m'étonne. Moi, à mon âge, je vais avoir 50 ans là cette année, et je me dis mais pas du tout. Ouais, c'est ouf. Attends, je vais répéter la phrase comme ça, vous allez me le redire. Tu fais 40, Sophie Coste. Non, mais je suis très étonnée en fait de la manière dont on romantise en fait cette espèce de contrôle, de jalousie. En fait, la jalousie,
jalousie, ça a rien de romantique, ça a rien de romanesque. C'est toxique. Pour moi, en fait, la liberté de chacun, elle est tellement importante. Et en fait, c'est marrant parce que il y a plein de femmes aujourd'hui qui me demandent mais est-ce que mon mec c'est un pervers narcissique ou pas? Alors moi je suis pas experte des pervers narcissiques, je suis pas psy, je suis pas avocate des droits de la femme, etc. Je ne parle que de mon point de vue et de mon expérience, avec en effet beaucoup de terrain, parce que j'ai fait des groupes de parole, parce que j'ai parlé avec beaucoup de psychiatres, et puis la postface de mon livre a été écrite aussi par une psychothérapeute qui s'appelle Anne-Clotilde Ziegler, qui est exceptionnelle et qui est un peu la papesse de l'emprise et des gros PN. Voilà, on va le dire comme ça. Mais c'est vrai que les gros PN, les amis, c'est les pervers narcissiques. Non, je le dis parce que pour nos auditeurs. T'as un auditoire très jeune, donc ils vont savoir, non? Mais en fait, on s'en fout de labelliser, on s'en fout de savoir si c'est un pervers narcissique, si c'est un mec qui est bipolaire, si c'est un type qui est juste un sale type, si c'est un type qui vous aime pas vraiment. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'accepte ça? Est-ce qu'elle accepte, comment elle s'appelle, pardon, l'auditrice? Marina, est-ce qu'elle accepte ça? Comment elle se sent quand elle ressent ça, quand elle est fliquée en fait par son mec en permanence? C'est à elle de répondre en fait. Est-ce qu'elle trouve ça toxique? Il y a pas une bible de la toxicité. Si ça lui va, s'ils fonctionnent comme ça les deux, pourquoi pas? Oui, parce que moi j'aime bien que mon mari soit jaloux. Voilà. S'il y a un consentement, si entre eux c'est un jeu, voilà. Si toi, par exemple, je sais pas, ça t'émoustille ou tu trouves ça charmant, bon bah pourquoi pas. Après, ça vous regarde et puis c'est bien consenti par les deux, donc c'est ok dans le couple. Moi, ça me va très bien. Hein. Il y a des gens comme ça, vous les voyez dans les dîners, ils s'engueulent ou ils se truquent et puis bon, ça leur va bien à tous les deux, c'est leur schéma de fonctionnement. Mais la question, en fait, il faut pas qu'elle me la pose à moi, il faut qu'elle se la pose à elle. Et je pense que si elle me la pose, déjà, c'est qu'elle se la pose et qu'elle sait la réponse et que c'est déjà toxique. Je pense. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses, Mélissa. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre à avoir, parce que ton partenaire doit savoir ce que tu fais, avec qui. Enfin, ça, c'est une certitude. Mais si tu sens qu'il y a une sorte d'anxiété de son côté, où vraiment c'est un besoin pour lui de savoir où t'es exactement et pourquoi. Après, ça peut être toxique. Est-ce qu'elle joue aussi avec ça? On n'en sait rien, on connaît pas leur vie. Est-ce qu'elle elle fait en sorte justement de pas savoir, de pas lui dire où elle est, de pas lui dire où elle va? Mais après, est-ce qu'on peut pas aussi se dire simplement, parce que est-ce qu'on n'a pas l'impression des fois que l'analyse du pervers narcissique, c'est un petit peu le nom qu'on met sur toutes les relations qui nous conviennent pas? Je suis d'accord. Aussi, tu vois. C'est très facile. En fait, mon ex est un sale type, pour pas dire un gros mot. Ouais. C'est un pervers narcissique. Voilà, c'est ça. Alors que non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond. Parce que moi, par exemple, si une femme a été trompée une fois, allez, non mais après, elle est en angoisse. Tu vois, elle reste avec lui parce qu'elle l'aime, etc. Et puis, il sort, elle le voit pas. Qu'elle s'angoisse et qu'elle lui pose des questions pour savoir où il est, ça fait pas d'elle une pervers narcissique. Non, mais et ni de lui d'ailleurs, du reste. C'est pas ça un pervers narcissique. Non. Voilà. Donc, comment s'appelle notre Marina. Alors, tout dépend. Voilà. Très bonne réponse de Sophie Coste. Pose-toi à toi la question si tu le vis mal. Voilà, ou c'est ça. Si ça lui convient, si ça te fait souffrir ou si ça te dérange pas. Moi, perso, quand mon mari me demande où je suis et qui je suis, ça me dérange pas. Tu te dis, ça m'intéresse à moi. Non, mais au contraire, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi. Exactement, c'est ça. Donc, oui, ça fait bizarre qu'il s'en fiche un petit peu. S'il pose pas la question. Oui, on a besoin d'attention. Oui. Marina, t'inquiète pas, je suis sûre qu'il t'aime, ton chéri. Est-ce que aujourd'hui, le fait d'être en couple avec un pervers narcissique, ça fait partie des violences psychologiques? Parce qu'il y a aujourd'hui les violences psychologiques, il y a aujourd'hui les violences physiques. On ne cerne pas suffisamment les violences psychologiques sur les femmes ou sur les hommes, parce que une violence psychologique, je le rappelle, est invisible. C'est une violence qu'on ne détecte pas, contrairement à une violence physique. Donc c'est vrai qu'on a plus de mal à trouver de l'aide, entre guillemets, ou à se sentir aidé, parce que quand vous arrivez quelque part, vous avez des bleus partout, tout de suite vous allez avoir une réaction des gens. Mais quand vous arrivez, vous avez des bleus dans l'intérieur de votre cerveau et que personne ne le voit, eh bien vous n'avez pas de réaction des gens, donc souvent ça provoque une détresse supplémentaire. Est-ce que aujourd'hui, le fait d'être avec un pervers narcissique, qui est une forme de violence, est-ce que c'est une forme de violence, Sophie? Bien sûr, c'est de la violence à l'état pur, en fait. La violence psychologique, en fait, les femmes, quand on écoute leurs témoignages, elles disent toutes que les mots marquent plus finalement que les coups. Je minimise évidemment pas les coups, mais c'est vrai que en général, la violence psychologique vient toujours avant les coups. Quand il y a des coups, il y a eu de la violence psychologique avant. C'est très difficile en fait d'être cru parce que déjà soi-même en fait
on manque de discernement, on doute de soi, donc on est dans la confusion. Il arrive à nous mettre dans quelque chose comme ça. On se demande même parfois si on n'a pas mérité cette violence. Enfin, c'est très difficile. Dans la violence psychologique, tu parles. Violence psychologique, je parle uniquement, c'est-à-dire des petites remarques, parce que c'est des remarques qui vont être déguisées, par exemple, sous le couvert de l'humour. Mais tu manques d'humour, t'as pas d'autodérision, enfin, t'es pas drôle, quoi. Et après, tu te remets en question, en disant, j'avoue, là, j'ai été dure avec lui, et je culpabilise, tu sais quoi, je vais m'écraser un petit peu pour que lui, après, il pourra me manquer de respect encore plus par la suite. C'est ça, parce qu'en plus, on a peur des réactions, c'est exactement ce que tu dis. Donc, au bout d'un moment, non seulement on est fatigué parce que c'est tout le temps, c'est répétitif, et c'est le propre du harcèlement, c'est ça, c'est la répétition, en fait, des abus. Et donc, on est tellement fatigué qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Et donc, on réagit plus. Parce qu'on se dit, de toute façon, je vais même pas prendre le risque, donc je me tais. Et pourquoi, on le voit avec plein de statistiques, que souvent, il y a de la violence psychologique ou de la violence physique qui est plus faite par les hommes que par les femmes. Pourquoi, Sophie Coste, pourquoi plus les hommes que les femmes? Alors, je rappelle et je le redis pour nos auditeurs, il existe bien évidemment de la violence psychologique faite aux hommes. Mais on voit plus d'hommes dans les tribunaux que de femmes dans ces contextes-là. Tu veux dire des hommes accusés de ça? Tu prends l'exemple, moi, je prends l'exemple très clairement de mon procès de cyberharcèlement qui a été jusqu'à présent le plus gros procès de cyberharcèlement avec le plus de prévenus. J'ai eu un procès avec 28 prévenus. Il y a eu, sur les 28, 26 hommes et 2 femmes. Et en fait, c'est un peu révélateur, et c'est ce que me disaient les avocats, et c'est ce que disaient un petit peu les débats qui ont eu lieu, c'est qu'en fait, c'est assez révélateur dans le sens où il y a des femmes qui sont là, tu vois, quand même, mais il y en avait que 2 sur 28. Oui, le ratio, enfin, on parle évidemment d'une prévalence un peu plus importante chez les hommes pour ce qui est du trouble de la perversion narcissique, parce qu'en fait, on explique ça peut-être aussi par rapport à cette société un peu patriarcale quand même, on va pas se mentir, et les hommes ont un peu plus accès au pouvoir, à des postes qui génèrent de l'argent, etc. Et que en plus de ça, il y a cette espèce d'injonction qu'en effet la femme encore aujourd'hui doit être soumise, docile, douce, attentive et à l'écoute de son mari. Et ça fait pas si longtemps que ça en fait que dans la loi on considère les violences psychologiques, ça date de 2010. Donc c'est très récent. Bien sûr. Avant, on entendait les femmes au pénal que pour les coups, comme tu dis. Donc aujourd'hui, on considère qu'en effet, les violences psychologiques, le harcèlement, etc., on peut aller au pénal pour ça. Mais c'est très récent. C'est très récent. Et est-ce que tu penses que les hommes ont une comment dire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui fait que ils ont ce besoin d'être plus puissants que les femmes? Pour leur ego. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? Alors, on veut l'égalité homme-femme. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais quelque part, quand on voit les statistiques et quand on voit les retours aujourd'hui de toutes les condamnations qui ont lieu dans ce genre de choses, est-ce qu'on peut quand même se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une égalité à ce niveau-là? C'est que l'homme a tendance à être beaucoup plus à aller vers ce côté. Par nature? Oui, par nature. Par ego, c'est surtout l'ego, en fait. C'est l'ego pour toi? Ah oui, ça l'est à 100%. Même le fait de voir une femme mieux réussir que moi, on va dire que je suis un homme, comment ça se fait? C'est pas possible, c'est moi l'homme en fait. Et ça peut déranger beaucoup de personnes. Donc quelque part aujourd'hui, le combat que mènent les femmes pour être l'égal de l'homme, on peut se le dire, finalement le résultat c'est que ça peut faire en sorte que complexer les hommes, tu penses? C'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est exactement ça. Ça complexe beaucoup de personnes. Tu es d'accord avec ça, Sophie? Oui, mais je pense que les hommes aujourd'hui ont du mal à trouver leur place aussi, parce que effectivement, on a un peu fait la révolution là depuis quelques années. C'est vrai. Donc, on était rebelles. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un homme? Je pense que c'est pas évident non plus pour les hommes de se positionner. Donc, moi, je me mets facilement à leur place. Moi, j'adore les hommes aussi. J'ai plein d'amis mecs. Moi aussi. Et oui, on a compris. Valentin surtout. On a compris, Valentin. Mais moi, je les trouve. Voilà, je trouve que en fait, on leur dit toujours qu'il faut taire leurs émotions, qu'il faut pas montrer leur sensibilité, qu'il faut être dur, que quand on est un homme, on pleure pas, etc. Et en fait, tout ça, c'est en train de voler en éclats. Aujourd'hui, on leur dit l'inverse. On leur dit, tu peux montrer, tu peux exprimer, tu peux être toi-même, etc. Et pour l'instant, il y a encore des verrous qui vont. Voilà, c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. Alors, j'entends ce que tu dis, mais moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes aussi. Alors, c'est vrai que le ratio était un petit peu moindre. Il y avait beaucoup plus de femmes victimes que
d'hommes victimes. Et je pense que pour un homme qui est victime du vice d'une femme, c'est très difficile de venir témoigner. Parce que d'abord, une femme qui exerce sa violence sur un homme, je parle même de violence physique, hein, elle peut servir aussi des enfants comme arme. Ça peut être très compliqué, de ses charmes aussi physiques, on va dire. Et puis, si elle se met à frapper son mari, et s'il lui répond, c'est lui qui va en prison, en fait. Il y a plein d'hommes qui sont victimes des femmes, des violences psychologiques et des violences physiques. Et je pense que c'est l'essorage encore pire, je pense, dans ce sens-là. Je l'ai pas vécu, donc je peux pas le dire, mais des témoins que j'ai pu rencontrer, c'était terrible. Et en plus, on ne les croit pas. Et en plus, ils ne parlent pas. C'est difficile, c'est honteux quand on est un homme d'être victime d'une femme, parce que comme tu dis, Mélissa, on est un homme, on est fort, alors on doit être au-dessus, mais ça c'est de la connerie en fait. Il faut arrêter de penser comme ça. Le jour où on élèvera nos garçons en leur disant qu'il faut qu'ils aient accès à leurs émotions, qu'un garçon ça pleure, c'est comme une fille, c'est pareil, qu'il a le droit d'être triste, qu'il a le droit. Déjà, voilà, ils se prendront un peu moins pour des super-héros, et puis peut-être que en effet. Ils laisseront tomber un petit peu le bouclier et qu'on se rejoindra eux-mêmes, quoi. Mais est-ce que du coup c'est la société qui rend les hommes violents ? Oui. Ou est-ce que c'est inné chez certains ? Chez le pervers narcissique, c'est naturel. C'est par nature. C'est une construction neurobiologique. Ça, c'est la science qui le dit, et c'est pas moi. Hein. Moi, et en général, pour ceux qui sont pas pervers narcissiques. Non, après, je pense que c'est une question de société. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est les rôles qu'on donne à chacun. T'es un mec, tu pleures, t'as pas honte, tu te fais un peu bolos par ta copine, sois un homme, quoi. Ouais. C'est ce qu'on apprend aux garçons. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il est plus difficile pour un homme de se dire victime ? On va répondre à cette question juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Présente. Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h42, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes. Alors ce soir on a un sujet qui est très particulier, hein. C'est vrai, c'est assez prenant comme sujet ce soir, hein. J'adore. On reçoit Sophie Coste, on reçoit Mélissa, Mélissa qui est créatrice de contenu, qui est tiktokeuse, qui a plus de 370 000 abonnés sur TikTok, qui fait beaucoup de vidéos, tu fais des vidéos, tu commentes un peu la société, lifestyle, etc. Sophie, tu viens d'écrire un livre aux éditions Mazarine qui s'appelle Chérie, qui est un roman, qui est un thriller, t'appelles ça ? Thriller psychologique. On est dans Basic Instinct, on est dans ce genre d'univers. Voilà, on est dans la manipulation, on est dans le retournement de situation, on sait pas où on va. Alors, toute la radio depuis tout à l'heure a envie de lire le bouquin, je préfère vous le dire. Et la fin, je l'adore la fin. Elle ne nous dit pas. Je peux pas en parler. Mais en effet, la fin, personne s'y attend et je suis très contente. Ça. Ne nous dis pas. Non, je vous dis pas. Même moi qui n'aime pas lire, j'ai envie de le lire, tu vois. C'est fou. Il m'a dit Valentin qu'il avait lu aucun livre de sa vie, à part Jérém Star. Voilà. Et le mien. Non, il l'a pas lu, je l'avais pas lu. T'es sérieux ? Mais Jérém Star, j'avais 15 ans, c'était différent. Et moi non. Bah j'avais déjà 16-17 ans, j'étais grand. Il lisait plus après. Et il a envie de le lire. J'irai le lire. Mytho, va. C'est promis. Tu liras le prochain. Alors, est-ce que donc on se posait la question finalement, ce que tu disais c'est très intéressant, c'est que finalement les hommes ont du mal parce qu'il y a aussi des victimes chez les hommes, à trouver leur place, mais aussi à reconnaître le fait qu'ils soient victimes, c'est-à-dire ils l'assument pas forcément pour certains avec l'ego, ce que tu nous disais tout à l'heure, Mélissa. Et puis tu nous as dit quelque chose de très intéressant, Sophie, c'est que une femme qui tape un homme, ça existe. Bien sûr. Si l'homme se défend, c'est lui qui va en prison. Bien sûr, évidemment. Bah oui, puisque c'est lui qui est l'ascendant physiquement. Mais donc, est-ce qu'un homme aujourd'hui peut être une victime ? Il peut pas répondre. Bien sûr, mais bien sûr. C'est faire. J'en ai rencontré plein. Qui ont été reconnus victimes ? Oui, bien sûr. J'en ai rencontré beaucoup. Alors, qui ont été reconnus victimes. Alors, pour l'instant, non. Ouais, c'est une vraie question. En tout cas, j'ai pas eu de témoignages personnellement d'hommes qui m'ont dit avoir été reconnus victimes. J'espère qu'ils le sont. J'espère, parce que c'est vrai qu'on donne plus facilement la garde des enfants aux mères, et quand la mère est toxique, c'est terrible. Et pour les enfants et pour le père. Donc non, mais j'en ai pas rencontré, mais il doit y en avoir. Enfin, j'imagine que les hommes obtiennent gain de cause aussi et sont reconnus en tant que victimes, je suppose. J'espère bien. Valentin, t'as une question ? Oui, j'ai une question de Pauline pour Sophie et Mélissa. Elle nous demande comment aider une amie qui est avec un mec toxique mais qui refuse de le voir. Je vais laisser répondre Mélissa. Ça m'est déjà arrivé et c'est difficile parce que lorsqu'une personne se rend pas compte de sa situation, en fait, on ne peut pas l'aider. Si elle ne veut pas s'aider elle-même, ce sera pas. Je peux rien faire, quoi.
C'est comme si tu demandes à un alcoolique d'arrêter de boire. C'est pareil. Ouais, je dirais une personne qui est malade, tu es malade, si elle se rend pas compte, elle ne pourra pas guérir, quoi. C'est vrai. Et puis surtout, on est dans une forme de déni aussi quand on est dans une relation comme ça, un peu toxique, parce que ça raconte aussi quelque chose de nous. On a honte d'être dans cette relation-là. Donc on le dit pas, on le cache, et puis on l'embellit. Finalement, quand on est avec un mec un peu toxique, on est sans arrêt en train de lui redorer le blason en disant non, mais en fait, il est gentil, il a eu des traumas, là, ça va, il a changé, il est revenu, il a compris. En fait, vu que cette relation comble un manque d'estime, un manque d'amour pour soi, je sais pas, cette personne ne veut pas perdre, on va dire, cette drogue, donc forcément, elle va embellir la relation, dire mais tu comprends pas ce qui se passe entre nous, c'est génial. Non, c'est pas génial. Juste, tu t'aimes pas et t'es avec un mec qui donne un petit peu d'attention et tu dis waouh. C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ce que décrit Mélissa. C'est vraiment une codépendance. Il y a une espèce d'addiction des deux côtés. Lui, en fait, il vient se nourrir des qualités qu'il a pas, donc il vampirise l'autre. Et elle attend en fait le shoot qu'elle avait, le shoot de dopamine du début. Elle essaye, enfin, elle désespère de retrouver cette espèce de lune de miel qu'il lui proposait au début. Et en fait, ce qu'elle va récupérer, c'est des miettes. Et à chaque miette, elle a à nouveau un pic de dopamine et elle se dit c'est génial. En fait, non, c'est pas génial. Mais c'est un peu triste. Pour Pauline, c'est ça ? Oui, c'est ça. Valentin. Tout à l'heure, on parlait aussi des violences. Moi, j'avais une question à te poser, Sophie. Comment on fait pour se reconstruire après avoir vécu, par exemple, des violences ? Alors, je crois que ça laisse des traces quand même pendant longtemps. Il y a comme je dirais pour la drogue, en fait, il y a des rechutes. Donc, on va parfois arriver à se sevrer de la relation, partir. Et puis souvent, et ça arrive souvent qu'on revienne. En tout cas, lui, il revient. Ouais. Lui, il revient vous chercher parce que tant que la souris, elle bouge encore, le chat a envie de jouer avec. Ouais. Donc, il va revenir. Donc, il faut être prête au non-contact. Déjà, ça commence comme ça. À tout bloquer. À vraiment considérer que, en fait, on est avec une personne malade et qu'il n'y a rien à faire. En fait, ça y est, faut arrêter de dire qu'on va le sauver ou qu'on espère que par l'amour qui est tellement grand, on va y arriver. Non, on est juste avec quelqu'un de malade, on n'y arrivera pas. Et il faut se sauver soi. À un moment donné, c'est vraiment de la survie, je pense. Ça commence par une prise de conscience. Et puis ensuite, je dirais, par exemple, à l'entourage, la copine de Pauline. Il faut pas lui lâcher la main et il faut pas la juger. C'est-à-dire qu'il faut être là pour elle et lui dire que si elle a besoin d'y retourner ou si elle est pas prête à partir, c'est que c'est pas le bon timing. C'est pas grave. Ça viendra. Je pense qu'à un moment donné, il y a des déclics qui font qu'on n'accepte plus. On atteint ses limites parce qu'il monte toujours le curseur, lui. Donc il va monter, voir ce que vous avez accepté une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et il monte toujours le curseur. À un moment donné, vous allez dire non, vous allez partir, donc il va vous refaire une petite phase de lune de miel ou des miettes, comme tu disais, Mélissa, et ça va vous paraître incroyable. Puis à un moment donné, il y a quelque chose même, et rebelote. Et c'est un cycle comme ça, infini, toujours la même chose. Et je pense qu'à un moment donné, il va peut-être s'en prendre à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un de vos enfants. Ça peut être quelque chose qui va créer un déclic chez vous. Parce que peut-être c'est plus vous ou autre chose, ou parce que vous avez atteint votre seuil, quoi. Parce que voilà. On a tous nos délits. Et moi j'ai une question. Est-ce que le pervers narcissique aujourd'hui est reconnu par les médecins ? Est-ce qu'un médecin peut aujourd'hui diagnostiquer un pervers narcissique ? Ils viennent pas se faire soigner, donc déjà ils viennent pas chez les médecins, donc ils peuvent pas. Mais quand même il vient. Est-ce que c'est un diagnostic ? Non, oui, il y a un diagnostic. Évidemment qu'il y a un diagnostic, puisque c'est dans le DSM-5. Donc ça fait partie de je te disais, de cette bible des psychiatres. Ça fait pas partie des pathologies, et tant mieux, parce que c'est marrant. Je discutais avec ma psy qui donc a fait cette postface, et elle me disait, en fait, tant mieux, ça reste dans le trouble de la personnalité. Parce que si c'était considéré toutefois comme une pathologie, donc comme une maladie ou une maladie chronique, eh bien peut-être qu'il serait reconnu devant les tribunaux comme irresponsable. Et elle me dit ça, ce serait terrible en fait, parce que déjà on a du mal. Je sais que les femmes, par exemple, qui vont devant les tribunaux, devant les magistrats sont pas tous très bien formés au terme de l'emprise, au terme des violences psychologiques, etc. Donc, et puis elles, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'elles arrivent devant les tribunaux pour, par exemple, la garde des enfants, etc., ou devant les juges aux affaires familiales. Elles sont fatiguées, elles sont confuses, elles sont dans le doute, elles n'ont plus d'estime pour elles n'ont plus confiance en elles n'ont plus de discernement. Lui, il arrive, il est toujours pareil. Ça lui a pas bougé une oreille. Il est pas du tout ébranlé. Il va arriver calme, cortiqué, précis, charmant. Encore, avec le sourire, dévastateur, faire une petite blague à Madame la juge, etc. Et puis il va avoir la garde des enfants. Parce qu'elle est complètement incohérente. Elle en peut plus, en fait. Elle est lessivée.
Donc ça va être elle la folle. Bien sûr, c'est ça. C'est en fait, le but du pervers narcissique, c'est de vous rendre fou. C'est de rendre l'autre fou pour lui-même ne pas tomber dans sa propre folie, c'est-à-dire ne pas décompenser. Donc en fait, voilà, il use de toutes les techniques pour vous rendre dingue. Et il y arrive. Et comment on reconstruit une relation saine après avoir été dans une relation toxique, par exemple? Moi, j'ai déjà fait ça, parce que je suis passée de relation toxique à maintenant j'ai une relation saine. Je pense qu'ils regardent la radio. On vous salue. Tu me dis, toi, ce que t'en penses. Ah non, mais je te laisse, c'est ton ressenti, attends. Mais c'est vraiment se reconnecter à soi, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai été avec des personnes qui, elles, ne m'aiment pas ? Tout simplement. Donc c'est comprendre les traumas qu'on a pu vivre étant plus jeune, les guérir. Aussi, là, par exemple, je prends l'exemple de mon père. Moi, un jour, quand j'ai compris que ce qu'il avait fait m'avait traumatisé, le fait de m'abandonner, je l'ai appelé. J'ai dit, je te pardonne. Même le fait de pardonner et d'accepter ce qu'on a pu vivre dans le passé, ça aide énormément. Et après, on investit sur soi. Une fois qu'on investit sur soi, on peut pas descendre plus bas. Je pourrais pas être avec un mec qui m'aime pas, quoi. Je m'aime trop pour que non. J'aime bien ça. T'aimes bien cette réponse, Sophie? J'adore cette réponse, je la trouve super. Je trouve que c'est tout à fait ça. Ouais. Ça te va, Valentin, comme réponse ou pas? Bah oui, moi ça me va. Moi je rêve que d'une belle relation, c'est mon rêve. T'as déjà été avec un pervers narcissique, Valentin? Non. Non? Non, jamais. Non. Mais parce j'ai eu que des bonnes relations, moi, en soi. Dans les relations, je m'avance pas trop si je dis que t'es homosexuel. Non. D'accord. Non, mais je savais pas, je sais pas. Bon. Oui. Mais dans les relations, justement, entre mecs, c'est intéressant aussi, parce que là, on parle de relations hétérosexuelles. C'est vrai. Qui est plus encore des deux, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Bon, bref, on a fait un peu le tour du truc, mais entre hommes, alors. Mais c'est pire, hein, des fois. C'est pire. Tu vois, qu'est-ce qui se passe entre hommes? Alors, dis-nous, on veut savoir. Mais moi, j'en sais rien, là, pour le coup, c'est vraiment, Ah bah, moi, ça va. Je demande à Valentin, mais est-ce que tu penses qu'une relation, justement, homosexuelle. J'en sais rien. Le pervers narcissique est encore plus dur? Je sais pas, je te pose la question. Comment ça se passe? En fait, moi, je l'ai jamais vécu. Moi, ça s'est toujours bien passé. Moi, j'ai traîné dans les milieux gays parce que j'ai mon meilleur ami qui est homosexuel, donc forcément, j'ai vu un peu l'envers du décor. C'est pire que les relations hétérosexuelles. C'est vrai? Ah, mais c'est une catastrophe. Mais déjà en termes de toxicité, tu veux dire? Enfin, de tout, en fait, parce qu'il y aura forcément l'un des deux copains qui sera dans son énergie féminine, donc forcément qui voudra recevoir de l'amour, et l'autre qui va le... Ça, c'est moi. C'est très bien, ça reste similaire aussi aux relations hétérosexuelles, quoi. Il y aura toujours. Ça se ressemble en fin de compte. Ouais, enfin, c'est un petit peu plus pire quand même. Ah ouais? Plus de sexe aussi chez eux. Ouais, mais voilà. Non, on charbonne, hein. On charbonne ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission, les amis? Alors, on rappelle quand même, en cas de violence conjugale, puisque les violences psychologiques sont des violences conjugales aujourd'hui, et c'est pénalement répréhensible. Oui. Il est essentiel d'agir. Le 3919 est un numéro gratuit, anonyme et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des professionnels sont à votre écoute pour vous aider, vous conseiller et vous orienter en toute confidentialité. Vous demandez Sophie Coste, on peut vous la passer dans Non, mais je suis contente d'aider les femmes. Mais en fait. c'est vrai, je reçois beaucoup de messages privés. Est-ce que c'est une thérapie que tu as fait pour toi-même d'écrire ce livre? Non, j'avais déjà fait. En fait, quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà fait ma thérapie. Okay. J'avais déjà suffisamment de recul parce qu'en fait, dans Chérie, on rit aussi. Ouais. Y a quand même un sens de la formule et j'ai du recul là-dessus. Moi, maintenant, j'appelle ça le cirque Pinder, en fait. Ouais. C'est vraiment, là, le mec, il installe son grand chapiteau et puis il te fait son numéro de cirque. Et une fois que t'as vu qu'effectivement, il y avait une trappe sous la scène, ça te fait plus du tout le même effet. Donc, j'avais ce recul quand j'ai écrit. Donc, je sais pas si ça a été thérapeutique. Mais en tout cas, ça l'est pour mes lectrices et pour mes lecteurs. Et quand je reçois vraiment des messages privés comme ça, sur les réseaux sociaux, etc., avec des témoignages et même des femmes qui m'ont dit, ça m'a libérée, quoi. Ça m'a libérée d'un schéma, bah, c'est énorme. Ça dépasse ce que j'avais mis en œuvre au début de l'écriture. Alors, on passe tout de suite aux questions flash and cash. C'est quoi ça? Les questions flash et cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs aussi, après cette grande discussion. Alors, c'est pas vraiment un débat ce soir, hein, c'est plutôt une discussion constructive. C'était sympa, j'ai bien aimé. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir sur les pervers narcissiques, mais au contraire, plus essayer de se comprendre et essayer de s'accompagner. Alors, les questions flash and cash, c'est des questions simples, avec des réponses simples sur des sujets d'actualité. Selon une étude IFOP, près d'un Français sur 2 se dit victime de discrimination aujourd'hui, au point d'envisager l'exil. La France est-elle devenue un pays raciste ou un pays hypersensible? Mélissa? J'ai pas compris la question.
Là, mon cerveau il a déconnecté. Ah, ok, je te la refais. Selon une étude IFOP, près d'un Français sur deux se dit victime de discrimination. Est-ce que pour toi, la France aujourd'hui est devenue un pays raciste ou un pays hypersensible? Est-ce que les gens sont dans l'hypersensibilité ou est-ce qu'il y a un vrai problème de racisme dans notre pays? Moi, je pense que c'est un peu les deux quand même. Je pense que les personnes ont peur de l'étranger. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que ça revient au sujet de la dernière fois, de la dernière émission qu'on a fait ensemble. Les réseaux sociaux engrainent beaucoup les mentalités. Donc forcément, oui, il y a beaucoup de discrimination. Oui. Sophie? Là, on parle que de discrimination raciale. Oui. Parce qu'on peut même, on peut élargir, c'est-à-dire que, comme dit Mélissa, c'est tout à fait juste. Les gens ont peur de la différence. Ça leur fait peur, donc ils ont besoin de quelque chose de familier, voilà. Moi, je suis assez étonnée de voir, peut-être je suis naïve, hein, mais toute cette haine qu'il y a effectivement sur les réseaux sociaux. Non, mais les réseaux, c'est un vrai problème. Ouais. Une aide à domicile alerte. Avec la hausse du carburant et des indemnités insuffisantes, elle n'arrive plus à exercer son métier. Elle ne peut plus se déplacer parce que ça coûte trop cher aujourd'hui. Ces métiers essentiels sont-ils abandonnés par l'État, Sophie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Complètement, mais ça fait longtemps en fait. Depuis la crise des Gilets jaunes, on en est là, on en a beaucoup parlé dans les médias et c'est vrai que on a vu les agriculteurs, on a vu aussi tout le corps enseignant aussi qui souffre en ce moment et on le sait très bien. Donc après, moi, j'aime pas tellement faire de politique, mais c'est vrai que toute cette espèce on leur a lâché la main quoi, depuis longtemps, depuis des années. Et la crise, elle est là depuis un petit moment et on attend l'explosion et on n'en est pas loin, je pense. Mélissa? Je suis d'accord avec toi. Très bien. À peine élu maire de Roubaix, David Guiraud fait voter une hausse de 475 € mensuels de son indemnité. Et pourquoi? À lui. Augmentation légitime ou mauvais signal en pleine crise? Et pourquoi il a fait ça? Comment il a légitimé le truc? Alors honnêtement, je veux que je te dise la vérité. Ouais. Je pense qu'on s'en contrefout. Il avait besoin d'un nouveau costume. Je pense qu'il s'est juste fait augmenter son... Non mais c'est spécial quand même, non? Oui, non mais c'est honteux surtout. Enfin, excusez-moi. Je connais pas les tenants et les aboutissants en revanche de cette histoire, mais ça me paraît comme ça, dit comme ça me paraît assez honteux, ouais. Ouais, 475 € d'augmentation. Mais de frais de quoi? Genre frais de bouche? Mensuel en indemnité, David Guiraud. D'accord. Mélissa, t'en penses quoi toi? C'est vrai que je suis pas trop renseignée par rapport à ça, donc je peux pas trop contexte, mon avis. Ouais. Je sais pas trop le contexte là. A priori, oui, si c'est de l'argent public et que le mec s'augmente comme ça, c'est assez honteux. Ouais. Surtout pour une personne de gauche, quoi. Un peu spécial quand même. Ok, merci à toutes les deux. Vous avez été exceptionnelles ce soir. On a eu une émission vraiment qualitative. Je suis très heureuse. Très intéressante. On t'a pas fait de politique, on t'a parlé littérature, on t'a parlé relations, on t'a parlé vie surtout, on a parlé vie, on a parlé vie et ça fait du bien de temps en temps de parler vie. Donc merci Sophie Coste, on retrouve. Alors là, ça y est, il est sorti, c'est bon. Il est sorti, il est dans toutes les bonnes librairies, il est partout, Chérie, aux éditions Mazarine, Amazon, etc. Et bientôt, je pense que ce sera une série parce que il se binge tellement facilement que je suis super contente en fait. Eh ben bravo ma Sophie, merci, félicitations. Merci Mélissa, merci d'être venue et nous avoir livré ton expérience. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé Mélissa, mais non, mais c'est pas, c'était hyper intéressant. Super constructif toutes les deux, vous étiez très connectés. Bon, donc pas de souci, merci beaucoup. Moi Valentin. j'étais déconnectée avec elle. C'était très bien Valentin. On se retrouve lundi sur Sud Radio à 20h et par contre, alors restez là parce qu'on a notre star internationale maintenant, Jacques Pessis, mon héros de chaque soir, qui reçoit ce soir auteur-compositeur français, un monument, Pierre Perret. Donc restez avec nous sur Sud Radio parce qu'il ne faut pas louper ça. Je les